Politique à trois un business. Tous mes violets vont pour nous politique à trois un showbiz. Tous mes gars, tous mes violets, nya lo. Tu veux le donner, nya chamia de vainga. Oui, la CENI, par nature, est une institution ou un organe officiel public mis en place pour accomplir un devoir. La CENI n'existe pas dans les pays développés qui ont une grande expérience en démocratie, mais dans tous les pays africains qui, disons, ont accédé à un régime, ou qui ont choisi, opté pour un régime démocratique depuis les années 80, il a été nécessaire d'instituer cet organe, de créer cet organe qui a un rôle, je dirais, d'arbitre. Pourquoi un rôle d'arbitre? Parce que le jeu démocratique qui oppose les protagonistes, les politiques, se retrouve souvent en jeu d'adversaires face à face. Et quand les adversaires ne se font pas confiance, il faut un arbitre pour départager. Or, normalement, le travail dévolu à signer à la CENI est en fait le travail que devrait faire le ministère de l'Intérieur, le ministère en charge de l'administration territoriale. Mais l'histoire de nos pays montre que le pouvoir se retrouve face à face avec l'opposition dans les compétitions électorales et que, de ce point de vue, les uns et les autres ne se font pas confiance. L'opposition ne fait pas confiance à ceux qui ont le pouvoir, parce que peut-être dans le jeu démocratique où on veut conquérir le pouvoir, on se retrouve en situation où certains ont tout le pouvoir ils ont tout le pouvoir pour disposer même de toutes les ressources du pays de façon, je dirais, égoïste, en laissant les autres sans rien. Donc, dans ces conditions, il est difficile que les partis en présence puissent compétir de manière équitable, égale, transparente et conquérir ou garder le pouvoir. C'est pourquoi on a trouvé sage d'instituer un organe, de créer un organe qu'on appelle la CENI ou la Sénat, ça dépend des pays, qui exactement est une commission électorale nationale, soit indépendante CENI ou bien autonome Sénat. Indépendant, pourquoi? Ou autonome vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de l'administration, justement, parce que l'administration, dans la plupart des pays, est déjà inféodée à ceux qui ont le pouvoir, donc qui en disposent à leur guise. Donc, si la même administration devait organiser les compétitions électorales, il est sûr qu'elle risque de tirer le drap d'un côté et ça peut frustrer l'autre côté. C'est pourquoi on a institué la CENI. Donc la CENI a un rôle d'arbitre, d'où sa neutralité, la nécessité qu'elle soit neutre, la nécessité que les hommes et les femmes qui la composent puissent sortir, soit des citoyens ordinaires, que ces citoyens aient des options politiques ou pas, à partir du moment où ils sont dans la CENI, ils doivent faire preuve de neutralité pour jouer le jeu de justice et d'équité comme un arbitre sur un terrain. Là, un arbitre peut être un fan d'un club, mais à partir du moment où il est arbitre pour juger entre le club dont il est fan
et un autre club, il ne peut jouer que le jeu d'arbitre, siffler les fautes d'un côté comme de l'autre pour que le jeu soit égal. Et je crois que c'est dans cette compréhension qui n'est pas du tout gênant qu'un membre ou quelqu'un de la société civile fasse partie de la CENI. Et je peux vous dire d'ailleurs que dans certains pays, les politiques ne font pas partie de la CENI. Les partis politiques ne désignent pas ou ne font pas l'essentiel de l'effectif de la CENI. C'est plus des hommes et des femmes choisis du milieu de la société civile qui composent la CENI avec peut-être un ou deux politiques de chaque côté pour pouvoir voir quand même ce qui se passe. Et j'ai une amie en Sierra Leone qui a été présidente de CENI pendant 2 mandats, 6 ans, et qui a joué son rôle correctement, 8 ans plus tôt, qui a joué son rôle. Elle est issue de la société civile et n'a pas une appartenance partisane. Et elle a joué son rôle correctement. Au Togo, peut-être les choses sont un peu différentes, où la politique domine encore là, mais ils doivent comprendre, tous les membres doivent comprendre qu'ils ne sont pas là pour faire le jeu politique, le jeu de parti au sein de la CENI. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas gêné de faire partie de cet organe à condition que je puisse y exprimer mes convictions de citoyen face aux problèmes et qui cherchent à faire en sorte que le pays soit gouverné de manière correcte, de manière équitable. Donc, voilà ma conception de la chose. Oui, dans quelles circonstances le vote est un devoir ou un droit pour le citoyen? Je dirais que si nous considérons les piliers de la République, par exemple, qui par essence est un État démocratique, le choix des dirigeants, les décisions importantes engageant l'avenir du pays reviennent aux citoyens. Donc le citoyen est sollicité pour se prononcer dans ces processus. Parce que aucune personne, aucun individu ne peut se lever pour aller s'asseoir sur un fauteuil, dans un fauteuil pour exercer une fonction de dirigeant comme président de la République ou parlementaire. Il faut nécessairement que les gens passent devant le peuple pour être choisis, parce qu'ils doivent être légitimes pour pouvoir répondre aux aspirations de la population. Donc, le citoyen est sollicité pour voter. Le citoyen est sollicité, oui, pour voter et choisir ses dirigeants à divers niveaux. Il est sollicité pour voter, pour trancher dans des questions importantes comme par exemple les questions constitutionnelles. Lorsqu'il faut voter la Constitution, il y a tout un processus. On ne peut pas le faire sans le vote du citoyen. Donc, le citoyen sollicité pour voter, c'est un devoir pour lui de voter et c'est aussi un droit pour lui de voter. Donc, avant de dénier ce droit à un citoyen, il faut que l'on le juge passible de comportement anti-citoyen, anti-social, qui le classe comme quelqu'un qui a commis un délit et à qui on peut dénier le droit de voter. Donc, ceci dit, tout le monde a le droit de voter pour choisir. Et encore une fois, le vote est un acte souverain, parce que le citoyen détenteur de la souveraineté, co-détenteur de la souveraineté avec les autres citoyens, doit exercer ce devoir-là. Et ce droit
pour donner sa voix, pour participer, pour contribuer à la décision. Il est vrai que le vote d'un individu ne fait pas la décision, mais le vote de l'individu est nécessaire pour que l'ensemble des votes recueillis dans une consultation, c'est pourquoi on parle de consultation électorale, puisse valider la décision prise, soit dans le cadre d'un vote de décision engageant l'avenir du pays ou dans le choix des dirigeants. Donc la légitimité vient de l'importance et de la participation des citoyens au vote. Si les citoyens ne participent pas, par exemple, à une certaine hauteur à un vote, on va dire que le vote peut être annulé. Par exemple, on veut voter pour une constitution, pour choisir une constitution. Si le taux de participation ne dépasse pas les 50% ou n'atteint pas les 50%, ça veut dire que la majorité de la population n'est pas partie prenante dans ce processus et la minorité, moins de 50%, ne peut pas décider pour le reste. La même chose peut être considérée dans le choix des leaders. C'est pourquoi il est important, on a donné une importance au taux de participation et au taux de suffrage exprimé avant de pouvoir conférer au résultat la légitimité. Donc, il y a un côté légal, c'est qu'on a voté, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut qu'il y ait le côté légitimité par le taux de participation, afin que le pourcentage déclaré soit représentatif de la majorité de la population qui a fait un choix et qu'il impose par voie de conséquence à la minorité qui n'a pas choisi ce chemin-là. Donc le vote est un acte souverain, pour me résumer. C'est un acte qui légitime la décision en jeu et qui engage l'avenir du pays. Politique à trois un business. Tous mes violents vont pour nous là. Politique à trois un showbiz.